directeur achat groupe Total Énergie, Natacha Tréant. Alors, je prends mon souffle. Maître de conférence en management des achats responsable à l'université Grenoble-Alpes, chercheuse au CERAG, et elle est responsable du master DESMA Grenoble IAE INPG. Le dernier qui sort ferme la porte. C'était juste que c'est quoi IAE INPG? On a fusionné des écoles de gestion avec des écoles d'ingénieurs. On pense parce que l'avenir de la fonction achat, c'est de la double compétence. Et donc, il faut à un moment donné faire en sorte que véritablement, il y ait de la pollinisation des deux côtés. Donc, école de gestion, école d'ingénieurs, on espère avoir le meilleur. Voilà. On va se gêner. Et Marc Jacouton, cabinet conseil RSE Développement, qui accompagne les ETI. J'ai marqué, il a écrit un livre, c'est ça? Un ouvrage. Oui, en l'occurrence, un ouvrage Performance économique responsable en 2012. Ça commence à dater, il va falloir un peu l'actualiser. Oui. Je vous expliquerai qu'en fait, malheureusement, il y a encore des choses justes à l'intérieur. Il y a encore des choses justes. Alors, Natacha, aidez-nous. Il va nous donner quelques chiffres précieux sur lesquels je vous demanderai de rebondir. Alors, allez-y, Stéphane. Allez, cette fois-ci, on en a 3. Très rapidement, là encore, une proportion assez nette de direction achat, moins de 20%, donc moins d'une sur 5, qui aujourd'hui disent intégrer le poids du CO2 dans l'évaluation du fournisseur. Donc on se dit tous, il faut le faire, mais c'est cette réalité aujourd'hui qui se dégage, encore une fois, quand on interroge pas que des directeurs achats comme Stéphane, qui sont dans des grandes organisations probablement en avance, vous allez nous dire, mais la totalité de la profession, y compris, comme tu disais tout à l'heure Gabi, les PME, les ETI. Deuxième chiffre, on reprend ce qu'on disait tout à l'heure sur les jeunes acheteurs. Ils sont assez critiques, ces jeunes acheteurs, parce qu'on vous verrez dans le baromètre tout à l'heure, je ne vais pas tout vous révéler évidemment, mais que globalement, les décideurs achats se disent on est plutôt pas mal sur l'engagement RSE et notre entreprise est plutôt pas mal. Ce n'est pas exactement la vision des jeunes acheteurs qui arrivent dans les entreprises et qui, eux, au contraire, trouvent que leur entreprise n'est pas suffisamment visionnaire et proactive sur le sujet. Alors, vous allez me dire, c'est le truc classique des générations, mais il y a cette réalité aujourd'hui, ils sont vraiment en attente. Et enfin, dernier chiffre, une majorité des directions achats, plus de 80%, qui aujourd'hui, là encore, disent ne pas mesurer l'empreinte carbone de leurs fournisseurs. Donc, on en parlait tout à l'heure, on disait voilà, c'est le temps de la mobilisation. Beaucoup nous ont dit ce constat-là, il faut le dépasser. Je crois que Marc a des choses à nous partager là-dessus. Et je vous laisse, madame, messieurs, nous en dire plus. Natacha, 80% des directeurs achats ne mesurent pas l'empreinte carbone de leurs fournisseurs. Quand je vous ai dit ça, on m'a dit mais je ne suis pas surprise. Non, je ne suis pas du tout étonnée. Je ne suis pas du tout étonnée parce qu'aujourd'hui, on est sur des sujets où, en fait, c'est la réglementation qui, aujourd'hui, fait avancer les choses. C'est comme ça. Et en fait, quand vous regardez en France, l'obligation, en fait, de déclarer le scope 3, s'il est significatif, mais il est quand même significatif dans la majeure partie des cas, sauf effectivement des cas qui sont les cimentiers, l'acier, etc., que tout le monde connaît, d'accord. Mais en fait, c'est obligatoire que depuis janvier 2023. Donc en fait, c'est tout récent et c'est plutôt ce type à un moment donné de réponse, ça ne m'étonne absolument pas. Alors par contre, ça va évoluer. Et à mon sens, il va y avoir une accélération qui va être très forte pour 3 raisons principales. La première raison, je suis assez étonnée que les acheteurs ne se soient pas plus saisis du sujet. C'est la loi sur l'industrie verte. Donc la loi sur l'industrie verte qui vient de sortir cette année, d'accord, octobre 2023, et qui nous dit, en fait, un acheteur public pourra tout à fait vous exclure de la commande publique si votre entreprise n'a pas fait son bilan carbone. La commande publique en France, c'est 95 milliards d'euros. Il y en a quand même un certain nombre d'entre vous qui, à un moment donné, aimeraient bien remporter des marchés publics. Ce serait quand même dommage de ne pas pouvoir accéder à de la commande publique simplement, entre guillemets, parce que vous n'avez pas fait votre bilan carbone. Donc ça, je pense que la peur aussi va être un vecteur important. Le deuxième facteur qui va accélérer aussi la tendance, bien évidemment, c'est l'arrivée de la CSRD. Pourquoi l'arrivée de la CSRD ? Eh bien, parce que 2 raisons. La première raison, c'est que par rapport à l'ensemble des normes sur les normes environnementales, la première concernant le changement climatique est obligatoire. Et donc, les problématiques à un moment donné de déclaration des émissions de CO2 et bien évidemment à nouveau du scope 3 s'il est significatif. Les autres, sur la biodiversité, sur l'eau, etc., elles ne sont pas obligatoires. Il faudra les déclarer si c'est matériel. Et le point qui va accélérer, c'est parce qu'en fait, ça va concerner les entreprises de plus de 250 personnes, donc à partir de 2026 sur les données de 2025. Mais en fait, il va y avoir une amplification de ce que j'appelle le phénomène en cascade. Ça veut dire que plus il va y avoir d'entreprises qui vont devoir à un moment donné déclarer l'ensemble de leurs émissions,
plus elles vont demander en tant que clients à leurs fournisseurs, que même fournisseurs vont demander à leurs propres fournisseurs, qui vont demander à leurs propres fournisseurs. Et en fait, on va avoir ce phénomène en cascade qui va véritablement s'amplifier de façon très significative. Donc vous dites... Et puis le dernier point, les deux il y a points. trois raisons principales. La troisième raison, alors elle est étonnante. C'est les banquiers. Oui, la troisième raison principale, c'est parce qu'en fait, alors même si jamais effectivement, on va aller certainement sur une petite baisse des taux d'intérêt, il faut savoir qu'aujourd'hui, globalement, au niveau mondial, on est quand même sur des taux d'intérêt qui sont relativement hauts et sur un resserrement du crédit aux entreprises. Or, en fait, les banques aujourd'hui, si depuis très longtemps, elles demandent aux grandes entreprises de s'engager et d'avoir à un moment donné des engagements en termes d'engagement climatique pour conditionner un certain nombre d'emprunts et surtout de taux d'intérêt, en particulier si vous voulez des green bonds, etc. Mais même sans parler des green bonds, ça va conditionner déjà votre accès au crédit, mais ça va conditionner surtout à un moment donné les taux d'intérêt. Mais en ce moment, c'est pas que pour les grandes entreprises. En ce moment, je le vois énormément auprès des ETI et ça arrive aussi auprès des PME, PMI. Et c'est pas que sur le scope 1, le scope 2. Les banques, à un moment donné, commencent à dire, écoutez, entre guillemets, un vrai bilan carbone, c'est scope 1, scope 2 et scope 3. D'autant que leurs bilan carbone à elles sont calculés en fonction du bilan carbone de leurs clients. Et donc, bien sûr, explique cela. Donc, je pense qu'on va aller vers un système d'accélération. Ça, c'est Alors, clair. Ça, vous dites, je ne suis pas étonné. Encore une question, et après, on ira sur le terrain, si j'ose dire. La question qu'on se pose, c'est les entreprises ne savent pas faire. Elles disent, on n'y va pas parce qu'on ne sait pas faire. On ne sait pas calculer notre bilan carbone. Est-ce que c'est une réponse recevable? Non. Impitoyable. Non, mais j'ai juste une question à vous poser. La prof, hein. J'ai juste une question à vous poser. Il y a un très grand théoricien qu'on étudie dans toutes les écoles de commerce qui s'appelle Peter Drucker et qui est vraiment le pape du management, d'accord, et il nous a dit, il y a une maxime qui est hyper connue qui est « on ne peut pas manager ce qu'on ne peut pas mesurer ». Qu'est-ce que vous en pensez? Tout à l'heure, on a dit qu'on ne pouvait pas mesurer l'impact de la digitalisation. Eh bien, ma réponse, c'est que c'est une aberration. Ah, voilà. C'est une aberration, en fait, dans le domaine du carbone et dans le domaine de la décarbonation. Pourquoi? Je vais vous donner deux raisons. La première raison, c'est que vous pouvez tout à fait vous engager dans une démarche de décarbonation sans mesure précise et même sans mesure. Je prends l'exemple à un moment donné d'un cimentier. Un cimentier, il n'a même pas besoin de mesurer pour savoir que sa priorité, c'est de substituer ses énergies fossiles dans ce qui fait chauffer ses fours et de diminuer son pourcentage de clinker dans son ciment. D'accord? Donc il n'y a pas besoin d'avoir une mesure précise. Deuxième point, il n'y a pas besoin non plus d'avoir de la donnée précise auprès de vos fournisseurs pour commencer de la même façon à vous engager dans une démarche de décarbonation. Pourquoi? C'est très simple en fait. Comment est-ce que vous faites pour calculer aujourd'hui votre empreinte carbone? On prend des données d'activité que l'on multiplie en fait par des facteurs d'émission. Les données d'activité, deux possibilités. Elles peuvent être à un moment donné des données d'activité financières, monétaires, du spend d'achat, ou elles peuvent être des données d'activité physiques, des tonnes, des kilomètres, etc., etc. Aux achats, on commence par... Alors, aux achats, qu'est-ce qu'on fait? On fait le plus simple. On fait le plus simple, c'est-à-dire la data que l'on a, du spend. Donc, en fait, ça nous donne quoi? L'évaluation est très mauvaise, mais ça nous donne les hotspots. Ça nous donne nos priorités. Après, on affine. On va affiner, je sais que j'achète 10 tonnes d'acier. Ben, vous avez à un moment donné votre donnée d'activité physique que vous allez multiplier par un facteur d'émission correspondant et ce sera un peu plus précis. Et puis ensuite, mais ça veut dire que là, déjà, vous avez des priorités. Et puis ensuite, seulement si véritablement vous voulez avancer, vous allez ensuite aller chercher de la donnée chez les fournisseurs. Et là, véritablement, on va commencer à réfléchir. OK, quid de l'analyse du cycle de vie du produit? Quels sont véritablement les facteurs d'émission du fournisseur? Et c'est là où on va commencer véritablement à aller challenger les fournisseurs. Mais on peut tout à fait commencer sans avoir de la donnée fournisseur. Donc, par rapport à ça, et ensuite se pose un deuxième problème de la donnée, c'est arrêter d'épuiser vos fournisseurs. Ah, on en parlera. Alors, sauver le soldat juste, fournisseur. Comme je sais que vous aimez les citations, juste une que j'adore sur commencer. Prenons Aristote. Aristote nous dit le commencement, c'est déjà plus que la moitié de l'objectif. Eh bien, commencez à décarboner, n'attendez pas d'avoir des chiffres précis. Alors, on reparlera des fournisseurs tout à l'heure. C'est marrant parce que quand elles s'arrêtent, on a presque envie d'applaudir. Hein, mais il y en a... Non. Allez-y, applaudissez, ça fait un point de plus chaque fois en fin d'année. Oui, vous avez raison. On va aller chez Total. Alors, on a vu que c'était... Il n'y a pas d'excuse. Si vous n'êtes pas mis, c'est pas possible. Vous avez dit, on vient de s'y mettre. Vous êtes honnête, c'est le terrain qui va répondre aux professeurs.
Allons sur le terrain. Total s'est engagé. La vraie vie. En fait, de quelle ce qui se manière? passe dans la vraie vie. Alors oui, on s'y est mis exactement. Donc on est passé par ces stades. Et en effet, il y a plein de vérités dans ce qui a été dit par Natacha. Par contre, là, on parlait de l'évaluation fournisseur. Et aujourd'hui, on s'y est mis. Donc on a fait cette partie, en effet, quantification basée sur les spends, etc. Ça, c'était la première étape. C'était il y a 2 ans. On a avancé, on a raffiné ça pour avancer dans cette démarche. Et on a vu qu'en fait, il y avait beaucoup d'erreurs déjà sur cette partie-là. Alors, ça n'empêche pas, en effet, d'avancer dans cette démarche un peu plus progressivement. La question arrive ensuite quand il faut faire des choix et quand il faut mettre l'argent sur la table en se disant sur quelle base tu as vraiment évalué le fournisseur. À coût égal, il n'y a pas de problème. Ensuite, après, derrière, quand ça commence à coûter plus cher, on demande mais est-ce que tu l'as bien évalué? Et c'est à ce moment-là que ça devient plus compliqué. Est-ce qu'il a pris les vrais engagements? Est-ce qu'on a, on a des choses tangibles? Parce que derrière, il y a de l'argent à investir. Donc, il y a un peu de vrai dans ce qui est dit, c'est qu'il y a des choses évidentes sur lesquelles on peut avancer, sur lesquelles on peut progresser. Mais il y a quand même besoin de structuration de cette démarche et c'est ce qu'on a fait. Et en fait, tout ça marche main dans la main avec nos fournisseurs. Alors Ensuite, justement, il y a les deux types de fournisseurs, ils réagissent comment, ces fournisseurs-là? Nous, on a 100 000 fournisseurs chez nous. Donc on a lancé cette démarche d'abord avec ce qu'on appelle les fournisseurs stratégiques, nos gros fournisseurs, les grosses dépenses, etc. Et même là, ce qu'on voit, c'est que l'approche côté fournisseur est différente. C'est-à-dire dans la compréhension, dans le terme d'engagement, etc., les types d'engagement qu'ils vont pouvoir prendre. Ensuite, chez les petits fournisseurs, il y en a beaucoup aujourd'hui qui n'ont pas encore commencé, simplement parce qu'ils n'ont pas encore les ressources aujourd'hui pour le faire, la compréhension, les ressources. Et puis derrière, c'est que à ce stade, on l'a dit, c'est pas encore des facteurs différenciants. Donc typiquement, je veux dire, engager des dépenses, des humains, du travail là-dessus, pour le moment, ça avait un gros coût, un trop gros coût pour eux. Et donc, on est dans cette démarche, donc là on a fait ce calcul, et maintenant on est dans cette démarche justement d'accompagnement des PME, ETI, etc. On verra comment on peut accompagner, et notamment on parlera sans doute de démarches de filière, mais vous qui accompagnez des ETI, quand vous entendez ça, vous réagissez comment? Elles sont prêtes, elles mesurent leurs émissions ou pas? Elles ont les moyens de le faire? Alors, Natacha dit beaucoup de choses, mais c'est vrai que les outils aujourd'hui existent. On a aujourd'hui la possibilité pour une ETI, c'est un prétexte. En effet, les ETI peuvent aujourd'hui calculer un bilan carbone, scope 1, 2 et 3. Ce n'est pas aujourd'hui un problème d'outils. C'est plus un problème, encore une fois, de qu'est-ce qu'on en fait une fois qu'on a les chiffres. Et là, ça renvoie la relation, encore une fois, client-fournisseur et l'exigence à une exigence achat qui demande à un fournisseur une donnée qui va lui servir à quoi. Et c'est là où on a une notion de transformation dans le mot de la RSE, dans pratiquement la transformation de la relation entre le donneur d'ordre et son fournisseur. Puisqu'aujourd'hui, exiger un bilan carbone ou exiger l'impact carbone du produit acheté par le donneur d'ordre n'a du sens que si derrière ça va l'aider à décider, si derrière ça va l'aider à faire progresser son fournisseur, à décarboner ses propres activités pour faire peut-être baisser ses coûts. Et je pense qu'aujourd'hui, je dépasse un peu la question, mais la vraie question est de dire si on s'arrête aujourd'hui à un sujet CSRD, un sujet de reporting, qui est de dire on coche des cases sur l'aspect carbone en demandant à un fournisseur PME ou ETI un chiffre. Je pense qu'on n'ira pas très loin. Et je lance un petit pavé dans la mare parce que les achats responsables, ça fait quand même une dizaine d'années qu'on en parle. Donc je pense qu'il faut passer le stade de la conformité et du réglementaire. Mais est-ce que vous êtes en train de dire les uns et les autres que cette démarche est réservée aux riches, ceux qui peuvent payer un peu plus? Les achats responsables, les autres qui sont... non, je ne pense pas, c'est une approche en fait, c'est une approche et justement, simplement en parlant d'évaluation, en parlant d'ESG, pour moi c'est pas correct. Aujourd'hui je le vois plus comme des partenariats, c'est-à-dire avec des partenariats tripartites entre les business units, entre les acheteurs et entre nos fournisseurs, parce qu'il y a moyen de le faire au même coût. Il y a moyen de faire des choses au même coup. Par contre, on va travailler sur des stratégies différentes. C'est-à-dire, on va travailler sur des engagements en commun en se disant, typiquement, je veux décarboner ça. Certes, il y a un investissement, mais est-ce que je peux, du coup, envisager un engagement sur du plus long terme, c'est-à-dire 5, 7 ans, de façon à avoir une transition. Mais voilà, moi, je le vois plutôt sur un partenariat, cette transition. Le principal plus que de la levier mise en serait, compétition. dites-vous, Natacha, une approche par filière. Juste avant de passer sur l'approche par filière, juste pour répondre par rapport à est-ce que c'est les plus riches qui... Oui, quand même. Il faut arrêter aussi de penser systématiquement que parce que c'est décarboné, parce que c'est vert, parce que ce sera systématiquement plus cher.
Donc, et aujourd'hui, vous avez quand même des leviers qui sont des leviers extraordinaires dans l'économie circulaire, qui vont nous permettre à un moment donné de réconcilier des injonctions contradictoires qui sont on veut que ce soit moins cher, on veut que ce soit plus vert et on veut que ce soit en plus social. Et à nouveau, pour vous donner un exemple concret, vous prenez en fait Stellantis. Stellantis à Charleville-Mézières, ils ont en fait une usine avec une forge à l'intérieur. Et ils se sont dit, mais au final, on a énormément de chaleur fatale, on pourrait tout à fait envisager d'aller récupérer cette chaleur fatale. Ils ont travaillé avec un partenariat avec un fournisseur qui s'appelle Dalkia pour aller récupérer cette chaleur fatale. Cette chaleur fatale, en fait, ils la réinjectent au sein de leur processus de production. Donc, premièrement, ils achètent moins d'énergie, c'est des économies. Deuxièmement, ça diminue leur coût unitaire pièce. Troisièmement, comme ils ont tellement d'énergie qu'ils se sont dit on pourrait la revendre en fait au niveau de la ville. Donc ils génèrent du chiffre d'affaires. Et puis ils se disent oui mais on pourrait la revendre à un tarif inférieur, moins 15% en fait du kilowatt. Et du coup on ciblerait en priorité les logements sociaux qui sont à proximité de l'usine. Et tout ça leur permet en plus de diminuer de 7000 tonnes par an les émissions de CO2. Donc arrêtons de croire que parce que systématiquement, on s'engage dans des démarches de décarbonation, de verre, etc., qu'on ne peut pas concilier les trois paramètres à la fois. Pour moi, c'est vraiment l'exemple typique d'un super levier sur lequel la fonction achat, à mon sens, n'est pas encore assez impliquée, qui concerne tout ce qui concerne la valorisation. Et des exemples comme ça, il y en a énormément. Et on peut cocher toutes les cases, qui sont des cases environnementales, sociales, économiques. Je vais jouer l'empêcheur de décarboner en rond. Est-ce que, là, vous prenez l'exemple d'une énorme boutique, d'un énorme groupe. Est-ce que les PME peuvent se sentir concernées par de tels raisonnements ? Là, pour le coup, le retour sur investissement, il est donné. Le retour sur investissement, c'est en moins de 2 ans. Et au final, on est véritablement donc, sur des retours sur investissement à très court terme. Et si vous voulez juste un exemple où là, c'est hyper facile à faire, il y a une réticence aujourd'hui, et en particulier en France, mais dans d'autres pays, le fait de se dire, mais plutôt que d'acheter du neuf, je vais acheter à un moment donné du reconditionné. Attention, le reconditionné, on est sur des produits qui sont sur des mêmes engagements en termes de niveau de qualité. Orange a lancé un programme qui s'appelle Oscar, qui est un programme en fait pour envisager, remettre l'économie circulaire au cœur de leur stratégie achat. Sur des équipements de réseau. Donc des équipements de réseau qui sont, pour eux, on est d'accord, c'est de l'achat stratégique, c'est cœur de métier, c'est vraiment au cœur de leur compétitivité. Sur des équipements de réseau, ils ont dit, bon, on va quand même tester à un moment donné des équipements de réseau reconditionnés. 67% d'économie, impact environnemental très significatif, direction financière était ravie. Au final, quels ont été les plus compliqués à convaincre ? Pas la direction financière, pas en interne, les clients internes qui ont dit des équipements de réseau reconditionnés, vous êtes sûr que ça va être aussi qualitatif ? Et ça l'est ? Mais bien sûr. Mais bien sûr, aujourd'hui, les hôpitaux, on est en train d'acheter des scanners, on est en train d'acheter des IRM qui sont reconditionnés. Et c'est un business énorme. Et je travaille avec Volvo Trucks parce qu'ils sont en train, au sein de la direction des achats de Volvo Trucks, de mettre un département achat spécifique sur le remanufacturing. Il y a des enjeux en plus de faire du business avec ça. Donc à nouveau, c'est juste pour dire, faut arrêter de caricaturer en disant waouh, tout ce qui est vert, tout ce qui est décarboné, ça coûte cher. Voilà. Ouais. Donc c'est juste. Je l'ai mise en colère là. C'est pas systématique. Il faut arrêter de. En tout cas, je veux pas non plus qu'on laisse croire que décarboner ça coûte moins cher. Donc il faut faire attention aussi à ça. Non, il faut faire vraiment attention à ça parce que les exemples de Natacha sont justes et c'est vrai qu'on peut avoir des très bonnes pratiques et ça démontre d'ailleurs la co-construction qu'il peut y avoir et qu'il doit y avoir dans une relation donneur d'ordre et fournisseur. C'est essentiel et c'est l'illustration que vient d'évoquer Natacha. Mais je veux quand même bien préciser qu'aujourd'hui, décarboner, si c'est par exemple rapprocher, délocaliser, relocaliser une fabrication, par exemple, ça coûte plus cher. Si c'est intégrer des matières recyclées à l'intérieur, on ne peut pas dire que le Made in France coûte moins cher que du sourcing lointain. Donc c'est juste pour dire que si on est aujourd'hui sur une approche qui consiste quand même à dire on produit plus proche, on intègre des matières recyclées, on prolonge la durée de vie du produit, parce que je crois qu'il y a un enjeu énorme, ça a été évoqué, pour réemployer un produit déjà, il faut qu'il soit conçu pour durer le plus longtemps possible, d'accord ? Avant même d'être réemployé ou recyclé. Et bien évidemment, c'est une question de matière première. Quelle matière première on utilise dans une limite planétaire ou dans des limites planétaires que tout le monde connaît aujourd'hui, où la matière ne va pas coûter moins cher. Voilà, donc c'est quand même des éléments où on peut prendre en compte le fait qu'il faudra à un moment donné qu'on consomme mieux, mais certainement moins, et savoir certainement renoncer à peut-être un certain type d'activité.
Alors, où je partage les positions, c'est en disant finalement on va plus acheter sur étagère, parce que c'est un peu ça. Dire aujourd'hui un achat qui va se faire sur étagère, c'est simple. Aujourd'hui, si on veut faire de la transformation RFE, de la décarbonation, etc., on l'a entendu, Natacha, elle explique très bien les choses. Par contre, c'est plus complexe. Donc ça veut dire qu'il va falloir monter le niveau de jeu. Et c'est là, justement, pour moi, un avantage et un atout au niveau des acheteurs, c'est qu'il va falloir proposer des solutions un peu plus complexes, travailler en interne avec les donneurs d'ordre internes, avec les PME ou avec l'externe, et les acheteurs. Et donc, ils ont un rôle central là-dessus à jouer. Ça, dans tous les débats que j'anime avec le CNA, on dit les acheteurs sont au centre du monde. Non, ils n'étaient pas au centre du monde. Ils peuvent le devenir. Et juste un point, simplement sur des chiffres, pour bien repositionner les choses. Le nerf de la guerre, au-delà de prendre une décision de dire je relocalise, etc., il y a quand même une vraie problématique sur l'éco-conception. Et je rejoins à un moment donné la nécessité d'aller travailler justement en collaboration avec les clients internes, avec les fournisseurs sur l'éco-conception. Est-ce que vous connaissez à un moment donné le pourcentage de l'empreinte environnementale qui est déterminé dès la phase de conception des produits ? C'est 80% de l'empreinte environnementale qui est déterminée par les décisions que vous allez prendre dès la phase de conception des produits. Et c'est combien en termes à un moment donné d'impact financier sur les choix qui sont pris dès la conception des produits ? C'est 75%. Donc ça veut dire qu'en fait, ce qu'il faut, c'est faire grosso modo de l'éco-conception, mais quelque part dans une démarche de design to cost, c'est-à-dire sur des coûts cibles. Et là, à nouveau, les achats, on ne peut pas faire ça tout seul. Il va falloir qu'on fasse ça avec des fournisseurs, il va falloir qu'on associe effectivement un certain nombre de clients internes pour faire avancer les choses. Alors, le nerf de la guerre, je pense que l'éco-conception, c'est véritablement la base de toute une partie de la logique en termes de décarbonation des produits. Et on verra qu'il y a d'autres... Est-ce qu'on peut parler de ces fournisseurs qui ont quand même un rôle essentiel? Oui. Il faut les embarquer, il faut les acculturer aussi, comme on dit. Et donc, vous prenez tous la démarche par filière. Oui. Alors, on va rapidement la définir et peut-être toucher du doigt assez rapidement aussi qu'elle est difficile à mettre en œuvre. Elle va nous dire non. Mais, alors... Plusieurs choses par rapport à ça. Premièrement, je pense qu'aujourd'hui, oui, il va falloir qu'on aille chercher de la donnée chez les fournisseurs parce que c'est là où la donnée va être la plus précise. Il va falloir travailler sur les analyses de cycle de vie du produit avec les fournisseurs, c'est indéniable. Par contre, on est en train d'aller épuiser les fournisseurs quand chaque entreprise cliente va avec son propre questionnaire, avec ses propres exigences, et que le fournisseur voit passer à un moment donné 10 fois des demandes qui sont totalement hétérogènes. Donc je pense que premièrement, le nerf de la guerre, c'est d'aller vers des questionnaires qui sont des questionnaires partagés et qui sont à un moment donné à minima harmonisés. Donc je crois beaucoup à un moment donné en la puissance du partage de la donnée. Et typiquement, vous avez des gens qui sont très bien comme le CDP et qui, à un moment donné, permet de faire avancer les choses. Et tout de suite, il y en a qui vont dire « Ah, c'est trop compliqué, tu te rends compte pour les PME, etc. » Ok, c'est trop compliqué pour les PME. Eh bien, qu'on aille voir à ce moment-là, vous avez aussi des très belles initiatives comme le SMI Climate Hub qui est spécialisé plutôt sur les approches pour les PME. Donc ça, c'est le premier point. C'est le fait de dire il faut quand même qu'on ait conscience qu'il faut qu'on arrête d'épuiser les fournisseurs. Et du coup, si on veut ensuite vraiment faire bouger les choses, à la fois collecter de la donnée et puis ensuite faire évoluer véritablement les fournisseurs, je suis convaincu qu'il faut y aller par filière. C'est-à-dire à un moment donné par rapport d'un côté le BTP, de l'autre côté d'accord ? Et j'ai juste une question à vous poser. Comment est-ce qu'on fait pour résoudre en fait cette équation qui est premièrement urgence ? On a dépassé 6, on est arrivé à 6 des 9 limites planétaires. Deuxièmement, le coût. On estime que c'est 3 milliards de dollars par an pour décarboner. Et puis le dernier point, c'est la problématique de l'innovation technologique. Il y a 46% des technologies qui sont en cours de développement pour nous permettre d'atteindre la neutralité carbone à horizon 2050. Comment est-ce qu'on fait pour résoudre à un moment donné cette équation-là ? Eh bien moi, j'ai une réponse. Ils vont rigoler, hein ? La seule réponse pour moi et la seule solution, c'est d'être sur des logiques de coopétition. C'est-à-dire à la fois de l'alliance, de la coopération et de la compétition au sein des mêmes filières. Et je voudrais juste vous donner 3 exemples pour bien positionner les choses. Le plastique, on est véritablement sur des enjeux qui sont des enjeux très problématiques à l'échelle de la planète. Vous avez une start-up française qui s'appelle Carbios et qui a développé un procédé de recyclage enzymatique du plastique. Cette entreprise-là, seule grosso modo, elle n'arrivera jamais à industrialiser et surtout à mettre à l'échelle rapidement sa technologie. Qu'est-ce qu'ont fait 3 concurrents à l'achat et à la vente ? Vous avez PepsiCo,
vous avez Nestlé Waters et vous avez Suntory Orangina Schweppes qui ont décidé de rentrer ensemble dans un consortium, d'allier leur puissance d'achat, de s'engager sur des contrats très long terme, ce qu'on appelle des off-take agreements, avec des engagements de volume auprès de ce fournisseur-là, pour aider ce fournisseur à se développer. Et on est bien sur une logique où, pour développer toute une filière, je décide à un moyen de m'allier avec des concurrents à l'achat. Deuxième exemple, sur les secteurs qui vont être super compliqués à décarboner. L'aviation, le shipping, le ciment, l'acier. Aujourd'hui, vous avez des grands qui sont en concurrence, qui ont compris à nouveau que si on ne mettait pas sur la table nos puissances d'achat ensemble, et si on n'était pas sur une logique où on disait, voilà, on est prêt à mettre tant d'argent en termes de puissance d'achat sur la table pour faire émerger les technologies, pour créer de nouvelles filières, on n'y arrivera pas. Et ça s'appelle, aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle la First Mover Coalition. Et je vous invite à aller regarder, c'est très inspirant. Et puis enfin, le dernier exemple, qui est un contre-exemple, c'est le fait de dire, je m'en fiche, je suis une grosse boîte, donc grosso modo, j'ai suffisamment de puissance moi-même pour à un moment donné aller driver mes fournisseurs et pour aller embarquer mes fournisseurs. Vous appelez Walmart. Et vous lancez en fait le Gigaton Project. Et vous dites, moi, Gigaton Project, c'est 1 milliard d'émissions de CO2 qui vont être évitées avant 2030. Et j'embarque 4500 fournisseurs. C'est la plus grosse association privée de fournisseurs qui est embarquée par le Gigaton Project. Mais in fine, qu'est-ce qu'ils font au sein du Gigaton Project? Ils demandent aux fournisseurs de réfléchir eux-mêmes par filière pour travailler à un moment donné ensemble, essayer de partager des bonnes pratiques. Ils allient leur puissance d'achat pour acheter des PPA, parce qu'il y a un certain nombre de PME, sinon elles n'auront jamais accès à du PPA. Et en fait, que recrée Walmart? Il recrée en fait, au sein de cette association de fournisseurs, des conditions qui vont permettre d'accélérer la décarbonation à un coût qui va être acceptable et de créer une dynamique entre à nouveau des concurrents entre eux aussi. Donc je pense que l'avenir, ça va être de plus en plus sur des logiques de consortium, de coalition. Et la fonction achat, il va falloir qu'on apprenne aussi à être sur cette logique où il va falloir qu'on apprenne à coopérer avec des concurrents à l'achat et à la vente. Et puis, il faut bien avoir en tête que quand on fait ça, il ne faut pas non plus à un moment donné donner comme... Total. Un jour, j'irai vivre en théorie parce qu'en théorie, tout se passe bien. Comment ça se passe quand on veut travailler en filière ? Bah, ça marche pas forcément bien parce que, enfin, ça marche pas bien. Non, on l'a tenté, Aujourd'hui, il n'y a pas de filière comme ça qui existe en France. Typiquement, on se rencontre régulièrement au sein du CNA, etc. Donc, on a des initiatives, on travaille sur le livre blanc, etc. Mais finalement, on n'a pas de partage aujourd'hui. Il n'y a pas de base de données, il n'y a pas de partage de ces données-là. On a tenté de le faire à l'international avec d'autres opérateurs d'énergie, sur des audits de droits humains, etc. Bon, ça a eu une portée assez limitée. Les freins, c'est... Les freins, ça arrive, à chaque fois, on arrive à la même chose. Alors, je pense qu'il y a 90% qui peuvent être partagés. Et ensuite, il y a le 10%, on va dire, ah oui, mais vous voyez, en me décarbonant, etc., bah, finalement, je vais acquérir un avantage stratégique par rapport à un autre et je n'ai pas envie de lui filer non plus toutes les billes, etc., sur cet avantage compétitif. Parce que derrière, ça va devenir un avantage compétitif. Alors, c'est toujours le mauvais exemple, mais c'est souvent l'exemple qui est pris de leur part. Et alors, quelle est la décision, grosso modo, quand vous avez PepsiCo, Nestlé et puis Suntory qui disent, bah, à un moment donné, on va partager le même fournisseur? Ça veut dire qu'ils perdent leur avantage compétitif? Non, je ne pense pas. Il y a des sujets sur lesquels, évidemment, Moi, je rejoins le point de vue total. Je pense qu'il y a un vrai sujet, c'est de faire grandir le fournisseur. Et à un moment donné, quand on investit sur un fournisseur, on a envie que ça s'inscrive dans la durée et de se différencier aussi. Donc on peut aussi imaginer que des fournisseurs travaillent pour tout le monde, mais je pense qu'on ne pourra pas... on croit à la compétition, à la coopération. Je pense que c'est un vrai enjeu sur des sujets. Vous l'avez évoqué, les audits sociaux et environnementaux, par exemple. Aujourd'hui, c'est le cas. Il y a suffisamment de référentiels. Donc merci les directions achats aujourd'hui de travailler avec les quelques référentiels éthiques qui existent et d'éviter, parce que c'est aussi des pertes d'argent et de temps qui sont inutiles, de focaliser ça. Mais là, on est sur la partie émergée de l'iceberg. Je pense qu'il y a un vrai sujet aujourd'hui d'une fonction achat qui doit aider à faire grandir son fournisseur. Et après, qu'elle partage ou pas avec sa filière, c'est presque un autre sujet. Juste un exemple par rapport à sur les audits sociaux, parce que on parle de RSE, on est parti à fond sur la décarbonation, mais on est quand même normalement sur un sujet de RSE. Donc, mais bon, il n'y a pas que la décarbonation. Exactement. Et effectivement, et de toute façon, la transition énergétique ne pourra se faire sans transition sociale. Donc ça, dans tous les cas, il faut un... Et là-dessus, les acheteurs, on a une responsabilité qui est énorme.
par rapport à cette transition sociale. Juste, si je reviens sur ces logiques à un moment donné de coopétition et de se dire, mais alors, quel est celui qui va avoir, soi-disant, l'avantage distinctif quelque part. Vous avez à nouveau une autre formidable coalition qui s'appelle Business for Inclusive Growth. Je vous invite à aller le voir. Et j'ai échangé encore récemment avec L'Oréal. Donc, L'Oréal est au sein, à un moment donné, de cette coalition. Et ils ont, parce que ça y est, c'est fait, c'est acté, et ça y est, ça a été publié. Et ils ont travaillé avec Unilever, qui est quand même un de leurs plus grands concurrents, pour travailler, en fait, sur le fait de se dire... Comment est-ce qu'on pourrait faire vis-à-vis de nos fournisseurs, et en particulier les fournisseurs qui sont en Asie, pour véritablement aller sur un vrai standard en termes de living wage? Parce que c'est bien gentil, mais tout le monde dit mais il faut aller vers du fair wage, du living wage, etc. Mais sincèrement, aujourd'hui, vous n'avez aucun standard véritable. En plus, ça va dépendre des pays, ça va dépendre de ce que nous, occidentaux, on entend par ça, etc. Donc vous avez en fait, à nouveau, on allie la puissance de deux grands donneurs d'ordre qui se disent, à un moment donné, si on veut faire bouger les choses, il faut qu'on y aille à deux. Et pour faire bouger les choses, ça y est, enfin, maintenant, sur l'ensemble des fournisseurs, et il ne faut pas se voiler la face, tous les fournisseurs, à un moment donné, de L'Oréal, à un moment donné, ils sont aussi potentiellement des fournisseurs d'Unilever. Donc le nerf de la guerre, c'est de dire, on va faire monter à un moment donné tout le monde en même temps vers véritablement des approches différentes. Et ça fonctionne. Et ça fait avancer les choses. Donc, bien. On va peut-être en rester. Ne martyrisez pas les fournisseurs. Par exemple, si vous voulez faire appel à moi, arrêtez de me demander mon casier judiciaire, si j'ai payé l'URSSAF, mon CABIS, mon CV. Il n'a pas changé, mon CV ne changera plus. Et chaque fois, les grandes boîtes me demandent ça. Ah, mais si elle ne demandait qu'une fois, ce serait pas mal. Parce que là, aujourd'hui, donc il y a le RSE, mais il y a la cybersécurité, il y a la compliance. Et donc, on va le demander 20 fois. Oh, mais j'en peux plus. Mais alors, ce qui est dramatique, c'est que le petit, on lui demande ça. Mais moi, je renvoie chaque fois. Je travaille pour un grand groupe quelques grands groupes de BTP. Je dis, est-ce que vous pouvez envoyer, s'il vous plaît, le casier judiciaire du président? Parce que moi, vous me demandez le mien, mais le vôtre, vous pouvez me le donner, s'il vous plaît? J'avais travaillé pour Kedge aussi, à Marseille. Et il se trouve que j'ai demandé ça, sauf qu'il est parti. Il a été mis en examen juste après. J'ai porté la poisse. Bien, on vous écouterait des heures. On a encore une fois effleuré le sujet, mais c'était très structuré. Et c'est grâce à Natacha, je l'en remercie. Ça a été illustré. Non, mais c'était très raffiné. Ça, c'est grâce à Total. Oh, en plus, elle est facile. Un café, l'addition, s'il vous plaît. Alors, on va se quitter là, mais on va passer la parole à Nathalie Leroy, qui est sur tous les fronts et qui ce soir va conclure nos travaux avec peut-être une proposition. Merci à si vous. Vous aimez les citations, Henri Bergson, un philosophe français qui nous dit « L'avenir n'est pas ce qui va arriver, mais ce que nous allons en faire ». Eh bien voilà, il ne tient qu'à nous, fonction achat. Allez, zou.